L'histoire commence avec la naissance du protagoniste, marquée par un accident impliquant l'ambulance qui transportait sa mère. De l'école primaire au lycée, il a toujours développé une fièvre avant chaque examen. Pendant 20 ans, son omikuji a toujours été rempli de malchance. Même lorsqu'il partait en voyage ou en vacances avec ses amis, il commençait toujours à pleuvoir, ce qui lui a valu le surnom de dieu de la peste. Alors que des donjons commençaient à apparaître dans le monde, le protagoniste, Fuku, a postulé pour devenir un chasseur et a été placé au rang F. Un jour, alors qu'il était assis dans le jardin, CG, accompagné d'un garçon et d'une fille, l'a approché pour lui parler du fonds de partage du groupe. CG l'a informé qu'il l'avait doublé depuis la semaine précédente. Fuku a été surpris d'entendre cela, et CG l'a averti qu'il devrait payer sa part parce qu'ils étaient un groupe, et aucun autre groupe n'accepterait le dieu de la peste. Fuku a remis l'argent à contre-cœur, mais CG l'a arraché et lui a dit qu'à partir de maintenant, ils travailleraient séparément. La collecte de fonds était quelque chose que seul Fuku pouvait faire, et CG trouvait même amusant d'appeler leur groupe un groupe. L'autre garçon a commenté que c'était un système fiscal intelligent, et CG a acquiescé, disant que chaque mois, il attribuait des rôles inutiles aux autres, mais d'une manière ou d'une autre, Fuku avait la chance d'en profiter encore. Soudain, il a commencé à pleuvoir, et Fuku s'est enfui, se souvenant de la mauvaise chance qui le hantait depuis sa naissance. C'était comme une malédiction. Il s'est rendu à la guilde des chasseurs pour accepter une quête. Mais dès qu'il est arrivé, les gens ont commencé à bavarder et à l'appeler le dieu de la peste. Ils gardaient leur distance, l'évitant. Ce jour-là, Fuku a fini par se diriger à nouveau seul vers la grotte des gobelins. En entrant, il a vu un panneau affiché à l'extérieur, avertissant de ne pas entrer et interdisant l'extraction de minéraux. Un homme était là en train de sceller l'entrée et a mentionné qu'aucun chasseur ne devrait se trouver à l'intérieur car c'était le festival annuel des gobelins, et personne ne voulait risquer sa vie. Cependant, Fuka ne le savait pas et était déjà entré avant que l'entrée ne soit fermée derrière lui. Alors qu'il commençait à extraire des minéraux, la grotte semblait inhabituellement calme, et il pensait qu'il pourrait s'en sortir si des gobelins apparaissaient. Mais soudain, il a découvert un grand groupe de gobelins qui s'approchait, prêts à attaquer. Fuku a attrapé son sac et a commencé à courir, se demandant ce qui se passait. Un elfe a regardé de loin Fuku se faire poursuivre par les gobelins. L'un des gobelins a arraché tout l'équipement de Fuku, et il s'est vite retrouvé piégé sans endroit où aller. Devant lui se trouvait un trou profond, et avec les gobelins qui se rapprochaient par derrière, il a tiré son épée pour se défendre. Mais à son grand désarroi, son épée était déjà cassée. Alors que les gobelins se rapprochaient, Fuku a perdu pied et est tombé dans le trou. Quand Fuku a ouvert les yeux, il a vu une femme debout là. Il a demandé s'il était toujours vivant. Elle s'est levée, le qualifiant de personne intéressante, quelqu'un qui était arrivé aussi loin malgré sa malchance. Elle se demandait s'il était peut-être la personne la plus chanceuse de l'histoire. Fuku a essayé de comprendre ce qu'elle voulait dire, puis elle a révélé qu'elle était la déesse de la chance. Elle a conjuré 99 boîtes de chance et une boîte de calamité et lui a demandé de choisir. Elle a expliqué que s'il avait même un peu de chance de son côté, il pourrait vivre une vie meilleure. Fuku a hésité, pensant à la calamité. La déesse l'a exhorté à choisir, lui assurant que ceux qui arrivaient dans les parties les plus profondes du donjon seraient récompensés. Cependant, elle a dit que ce ne serait pas amusant de simplement lui remettre la récompense sans défi. Alors, comme un test approprié de chance, elle a proposé un pari. Elle lui a dit d'ouvrir l'une des boîtes, insistant sur le fait que même si sa chance n'était que moyenne, il n'y aurait aucun danger réel. S'il refusait, cependant, il serait condamné à vivre dans le donjon pour toujours. Fuku, sachant qu'il n'avait jamais eu de chance, a réalisé que la même malchance l'avait suivi. Il a choisi une boîte à contre-cœur, et il s'est avéré que c'était la boîte de calamité, celle sur 100. Une aura sombre s'est déversée en lui. Ensuite, la déesse a expliqué qu'il avait acquis une compétence appelée grande inversion. Elle lui a dit que cette compétence de calamité inverserait tout, inversant tout le pouvoir qu'il avait accumulé jusqu'alors. Fuku a été choqué, et la déesse a ajouté que s'il allait détester quelqu'un, il devrait maudire son propre manque de chance. Cependant, elle a laissé entendre qu'il pourrait avoir une autre chance s'il choisissait de la vénérer. L'une des statistiques de Fuku a commencé à diminuer, et soudain, le sol sous lui s'est ouvert, libérant de l'eau chaude. Lui et la déesse ont été surpris par ce qui s'était passé. Fuku, submergé par l'eau chaude, a pensé qu'il finirait par être un échec complet. Il a réussi à sortir de la source chaude, épuisé par la chaleur intense. À son grand choc, il s'est retrouvé entouré de gobelins, tous tenant des emblèmes de boss dans leurs mains, menés par la reine des gobelins. Fuku s'est souvenu qu'une fois par an, les gobelins risquent leur vie dans la chasse pour choisir un partenaire pour leur reine. Réalisant que c'était le même jour de l'année, Fuku a compris ce qui se passait. Les gobelins ont commencé à s'approcher de lui, et il a essayé de courir, mais il a glissé et est tombé. Désespéré, il a ramassé une petite pierre et l'a lancée sur l'un des gobelins, mais cela a eu peu d'effet. Soudain, un rocher géant est tombé d'en haut, écrasant le gobelin. Fuka s'est rendu compte que la grotte s'effondrait, et beaucoup de rochers étaient sur le point de tuer les gobelins. Après un certain temps, seul Fuku et la reine des gobelins sont restés.
Elle le regarda avec une expression étrange et affectueuse, et Fuku réalisa rapidement que son comportement était étrange. La reine des gobelins a commencé à le chasser, voulant qu'il devienne son partenaire. Fuku a continué à courir, niant ses avances et ayant l'impression d'être vraiment maudit. La scène s'est ensuite déplacée à l'extérieur du donjon où Fuku avait maintenant l'emblème du boss. Il se demandait ce qu'il devait en faire. L'objet était censé profiter à toute l'équipe, mais peu importe comment il le regardait, il ressemblait à un objet maudit. Ce jour-là, Fuku a appris que la chance était déterminée dès la naissance. Cependant, il ne savait pas que la chance était aussi un pouvoir capable de tout changer. Une fille a remarqué l'objet dans la main de Fuko. Son équipe lui demandait de l'argent et insistait sur le fait que l'emblème ne valait rien. Fuko a répondu que toutes les autres choses avaient été emportées sauf cet emblème. Le garçon daté a confronté Fuko, et la fille a dit qu'il lui faisait confiance en tant que coéquipier, mais il n'était pas comme ça. CG a demandé à tout le monde de se calmer, expliquant que Fuku avait traversé une période difficile. Il a analysé l'emblème et a constaté qu'il n'avait aucune valeur, donc faire une crise serait un gaspillage. Ils ont décidé de laisser passer pour ce jour-là. Fuku a demandé si c'était vraiment vrai. HSCJ s'est approché pour prendre l'emblème à Fuku. La fille qui avait vu l'emblème plus tôt s'est avancée. Elle a demandé à CJ s'il était sûr que l'emblème n'avait aucune valeur. Ils ont demandé qui elle était. Elle s'est excusée de ne pas s'être présentée plus tôt et a dit que son nom était AES, une analyste de classe certifiée par l'État. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas permettre une telle tentative de fraude. D'autres autour d'eux étaient curieux et murmuraient à propos du mot fraude. CG lui a dit de ne pas être si dur et a dit qu'il ne faisait que rendre service en tant que bon coéquipier. Il a ajouté que ce genre de choses arrivait souvent entre les membres du groupe. Il a mentionné que même s'il s'agissait d'un objet de classe légendaire, il vaudrait assez pour acheter un manoir. En entendant cela, les autres ont été choqués et se sont demandé si le groupe de Fuku essayait de lui voler. Ils ont traité de racaille. Aya a dit que c'était une sorte de fraude de prendre un objet sans en informer correctement le propriétaire. Elle a dit à CJ qu'il devrait avoir honte de lui. Fuku a insisté sur le fait qu'il devait y avoir une erreur. CG s'est retourné pour partir, mais a averti Dai qu'elle pourrait regretter ses paroles à l'avenir. Après le départ du groupe de Fuku, Ai s'est excusée auprès de Fuku, disant qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse après avoir vu ce qui s'était passé. Fuku lui a demandé de le laisser tranquille. Elle a hésité, lui tenant brièvement la main, puis embarrassée, elle s'est rapidement excusée à nouveau et s'est inclinée avant de partir. Fuku a ensuite demandé si l'emblème était vraiment un objet légendaire car il ressemblait plus à un objet maudit, et il semblait impossible que quelqu'un comme lui puisse avoir quelque chose d'aussi précieux. Elle a nié ses doutes et a montré sa carte de licence d'analyste, lui assurant qu'elle n'était pas comme les autres. Elle a expliqué que l'emblème de Fuqua était la preuve d'être un chef de tribu et était classé comme un trésor de classe S en raison de la difficulté à l'acquérir. D'autres chasseurs se sont rassemblés autour de Fuku, exprimant leur sympathie et lui demandant de les laisser sceller l'emblème, mentionnant à quel point il était incroyablement chanceux. Soudain, l'emblème a commencé à briller, et Fuku s'est demandé ce qui lui arrivait. La scène se déplace vers un parc où CG et deux autres sont assis. CG donne un coup de pied rageur dans une poubelle, se demandant qui était cette fille pour lui dire de telles choses devant tout le monde. Il ne pouvait pas contenir sa colère. CG a décidé de causer des problèmes à Aya. Il prévoyait d'appeler d'autres personnes ou même de l'attaquer, espérant que s'ils enregistraient cela, il pourrait gagner beaucoup d'argent grâce au scandale et peut-être aussi entraîner Fuku là-dedans. Il a demandé si cela semblait drôle aux autres autour de lui. Soudain, une grande horde de gobelins a envahi la ville, attaquant les gens. Des sirènes ont retenti, avertissant que de nombreux monstres étaient apparus dans la ville et demandant à tous les citoyens d'évacuer immédiatement vers l'abri le plus proche. Tout le monde était choqué que des monstres soient venus d'aussi loin et se demandait s'ils avaient débordé du donjon. La police a aidé les gens à se mettre en sécurité, mais a découvert que plusieurs aventuriers avaient été enlevés à l'intérieur du donjon. Les gobelins emmenaient CJ, déclarant qu'il deviendrait la base de leur prospérité. Ils ont emmené CJ et deux autres plus profondément dans le donjon, où des gobelins attendaient avec impatience, excités par les humains mâles. Un gobelin a jeté CJ en l'air, déclarant que celui qui l'attraperait pourrait le garder. Les trois captifs ont été tués là-bas. À ce moment-là, Fuku a vu l'emblème briller intensément. Il a senti qu'il y avait une mission à l'extérieur. Soudain, la porte s'est ouverte et la déesse de la chance est apparue. Elle a pointé Fuku qui pleurait et l'a supplié de lui rendre sa compétence. Fuku ne comprenait pas de quoi elle parlait. La déesse a secoué Fuku en exigeant qu'il lui rende ses compétences. Les autres autour d'eux se demandaient qui était l'enfant, remarquant les étranges cornes sur sa tête. Aya s'est interposée entre eux et a demandé à la déesse de se calmer, disant que ce n'était pas un endroit pour un enfant de venir seul. La déesse a crié qu'elle était bien une déesse, ce qui a incité les chasseurs à la regarder avec suspicion. C'était la première fois que l'un d'eux voyait une divinité en personne. Aya a demandé si c'était la déesse dont il parlait, celle qui gère le donjon. La déesse a hoché la tête et s'est présentée comme elle est, la déesse qui accorde le salut et les bénédictions aux enfants des hommes. Elle a ensuite demandé à Elé de s'agenouiller. Aya s'est agenouillée respectueusement et a demandé ce que la déesse voulait. Alir a répondu que Fuku lui avait pris quelque chose de très précieux. Choqué,
Aya a demandé si c'était vrai. Alir a insisté sur le fait que Fuku l'avait pris et l'a pointé du doigt. Fuku, confus, se demandait si Alir faisait référence à la malédiction connue sous le nom de grande inversion. Elle l'a confirmé et lui a demandé de la rendre. Fuku a répondu que même s'il le voulait, il ne pouvait pas le lui rendre. Agacé, Alir a claqué des doigts et a dit « Passons à autre chose ». Elle a ensuite activé son pouvoir de pari divin, et soudain Fuku et Aes ont été transportés dans un endroit étrange. Ale a expliqué pourquoi ils avaient l'air si surpris. Elle était la déesse de la chance et du jeu, et son pari divin pouvait transformer toutes sortes de choses, des compétences, des statistiques et plus encore, en objets de hasard. Elle a ensuite exigé que Fuka rende la compétence de grande inversion. Soudain, quelque chose a jailli de la tête de Fuka, le faisant crier fort. 2 heures se sont écoulées pendant lesquelles Alir avait perdu tous ses vêtements et Fuku s'est excusé auprès d'elle. Aya a essayé d'encourager Alir, qui semblait frustré. Fuku a fermé les yeux et a dit qu'à tout le moins, elle devrait lui permettre de restituer la gestion du donjon. Cela, a-t-il dit, serait un honneur. Oler a demandé un autre pari, mais Fuku a dit qu'il n'avait plus rien à parier. Elle a souri et a dit que même s'il perdait 100 fois, il gagnerait sûrement à la 101e tentative. Je me suis demandé si c'était l'effet de la grande inversion, mais j'ai pensé que si c'était le cas, une déesse de la chance n'aurait pas du tout besoin de proposer des paris. Elle est intervenue et a saisi la main de Fuku pour vérifier ses statistiques. En les examinant, elle a été surprise de voir un nombre incroyablement long dans sa statistique de chance. Fuku a remarqué qu'il semblait que lorsque sa chance était faible, cela affectait également ceux qui l'entouraient. Edo l'a nié, disant que sa chance était en fait extrêmement élevée. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Fuku lui a demandé de ne pas plaisanter, disant que rien de bon ne lui était jamais arrivé de toute sa vie. Il s'est ensuite souvenu de tout, étant critiqué juste pour être en vie, sa maison brûlée et enfin comment les membres de son groupe l'ont toujours traité. Fuku a arrêté son fil de pensée, disant que cela pourrait être une erreur et qu'il avait en moyenne 9 accidents par an. Aya a plaisanté en demandant s'il avait un pass annuel pour les accidents. Alir se demandait s'il était possible pour quelqu'un d'avoir une statistique de chance aussi faible. Elle a expliqué que la compétence de grande inversion inversait tout, donc sa compétence était en fait à son maximum. Yes a finalement compris comment Fuku pouvait avoir une chance aussi extrême. Ilir a qualifié cela de triche, puis a demandé à récupérer ses vêtements. Fuku les lui a rendus, et elle s'est préparée tout en remarquant que c'était un miracle qu'il soit encore en vie. Elle a averti que si la chance basculait trop dans une direction, cela pourrait être mortel. Fuku a haussé les épaules en disant que peut-être il avait juste de la chance. Ils sont tous retournés au bâtiment, et Uyes les a informés que la propriété de la compétence résidait actuellement chez Fuku. Juste à ce moment-là, ils ont entendu Seiji appeler Fuku, clairement hors de lui. Il a exigé de savoir comment Fuku osait faire ce qu'il avait fait, l'accusant d'avoir utilisé l'emblème du chef de clan contre lui. Fuku s'interrogeait sur l'emblème alors que Seiji sortait un poignard. Il a ricané qu'un dieu de la malchance inutile comme Fuku devrait être reconnaissant que Seiji ait utilisé l'emblème et ait même pris la peine de le réparer. Au mieux, Fuku ne pouvait que rester immobile et servir de source d'énergie à Seiji. Seiji a jeté le poignard vers Fuku. Terrifié, Fuku s'est préparé, mais Alir l'a traité de stupide. Le poignard a frappé l'emblème, et sa direction a soudainement changé vers une vitrine accrochée dans la guilde. La vitrine est alors tombée et a atterri sur Seiji. Alir a dit à Fuku de regarder attentivement. C'était le vrai pouvoir de la chance. Alir a expliqué que la malchance attire les mauvaises choses et reconstitue les bonnes, tandis que le contraire se produit avec la chance. Si la malchance tente de lancer de la malice contre une chance écrasante, elle sera reflétée, laissée sans but, et finira par retourner à son origine. Elle a demandé si Fuku écoutait même, mais ils l'ont trouvé complètement recouvert d'une volée d'oiseaux, demandant désespérément de l'aide. Une fois libéré, il a mentionné qu'il pensait qu'ils allaient lui donner une sorte d'enterrement céleste. Aya a dit que ce n'était que des oiseaux bleus. Elir a averti que Fuku était un monstre dangereusement malchanceux. Et s'il creusait accidentellement dans le sol ou quelque chose comme ça, personne ne sait ce qu'il pourrait découvrir, comme du pétrole ou de l'or enfoui. Aya a demandé si tout cela se produisait à cause de cette compétence de grande inversion. Alir a acquiescé et a dit à Fuku d'en prendre bien soin. Fuku ne la croyait toujours pas complètement, mais ensuite il s'est senti chaud et l'a remercié. Elle lui a dit de considérer cela comme une bénédiction. Soudain, un téléphone est apparu à côté d'Aya, et elle a répondu, disant qu'Elir était juste devant elle. Elir a dit avec enthousiasme à Fuku qu'il était maintenant son disciple et devait l'adorer et la louer. Elle lui a souhaité la bienvenue dans sa secte. Elir l'a appelé, mentionnant qu'il y avait de nombreuses plaintes dans la guilde concernant les jeux de hasard d'Elir. Ale a agi comme si elle ne savait rien. Mais il a traîné, disant que de nombreux aventuriers avaient vu Ale leur imposer une compétence désastreuse pour en faire ses disciples, et il voulait que cela soit annulé. Aya a secoué Alir et a dit que ce n'était pas une bénédiction d'utiliser une compétence aussi dangereuse pour recruter des disciples religieux. Alir a répondu qu'elle promouvait l'indépendance parmi ses croyants. Aya a souligné que cela ressemblait plus à une menace. Alir a dit qu'elle avait aussi des circonstances qu'elle ne pouvait pas éviter, puis a expliqué comment le rang d'un dieu était décidé par le nombre de disciples.
Gagner des disciples augmentait le rang tandis que les perdre entraînaient une diminution. Si un dieu perdait toutefois, il serait dépouillé de sa divinité. Elle a révélé que son rang était le numéro 71, le deuxième plus bas parmi les dieux. Aya a demandé ce qui arriverait si Ilir perdait sa divinité. Ilir s'est énervé et l'a dit à voix haute. Ilir l'a attiré plus près d'elle, et Fuku l'a supplié de ne pas disparaître, exprimant sa gratitude. Aya a embrassé Aller, lui assurant que les autres comprendraient. Ils ont tous deux décidé d'accroître le prestige d'Aller grâce à leur force. Aya a ajouté que même si ça n'en avait pas l'air, elle avait vraiment des relations. Ils sont arrivés à un temple qui, selon Aya, était apparu il y a 3 ans mais n'avait pas encore été conquis. C'était un donjon de rang appelé le Grand Labyrinthe de Fer. Fuku a appris que le taux de survie n'était que de 30% et que les chasseurs de rang C.O. supérieurs devaient accompagner toute équipe qui s'y aventurait. Yes a répondu de ne pas s'inquiéter car elle avait aussi un chasseur de rang B. Fuku se sentait mal à l'aise, mais Alir lui a dit que s'il utilisait sa chance, les choses iraient mieux pour lui. Ils l'ont exhorté à continuer d'avancer, et Alir lui a demandé ce qu'il faisait là à ne rien faire. Alors qu'ils entraient, 2 hommes les observaient en se cachant. Fuku a été surpris car c'était complètement différent de la grotte des gobelins qu'ils avaient rencontrée auparavant. Aya a expliqué qu'il s'agissait des rois des murs du donjon. Il a demandé s'il serait capable de le conquérir puisque personne n'avait réussi à le faire en 3 ans. Ilir se demandait ce qu'il pensait que les donjons étaient en premier lieu, expliquant que c'étaient des endroits où les dieux donnaient des épreuves et des bénédictions aux humains qui avaient perdu la foi en eux. Ils se sont dirigés vers le bas, et Aes a acquiescé, ajoutant que c'était la raison pour laquelle il y avait tant de donjons au Japon. Aes a dit que ces humains étaient des hérétiques sans foi ni loi. Aes a ajouté que puisqu'il s'agissait d'un territoire inexploré, tous les pièges avaient probablement déjà été désamorcés, mais a exhorté à la prudence pendant qu'ils avançaient. Aya pensait qu'il ne devait pas rester beaucoup de pièges. C'est là que la chance entrerait en jeu, mais a averti de ne pas ouvrir les coffres au trésor au hasard. Soudain, ils ont vu Allure capturée par un monstre mimique. Aya a dit que les mimiques digèrent leurs victimes jusqu'à l'os si elles les attrapent. Aya s'est précipitée pour la sauver mais a également été capturée. Puis ils ont tous les deux appelé Fuku, lui demandant de les sauver. Fuku a saisi une épée et a attaqué la mimique, criant de laisser lit, Aya et aller tranquille. Sa jambe a glissé, et il a frappé la boîte où la mimique se cachait. La boîte a déclenché un piège, et une pluie de flèches s'y est enfoncée, tuant la mimique. Ayu et Ayu transpiraient de soulagement, et Ayu a remercié Fuku de les avoir sauvés. Ayu a avoué qu'elle était vraiment terrifiée. Fuku a dit que l'important était qu'ils soient tous en sécurité. Il a ensuite examiné les restes de la mimique et a trouvé une clé. Soudain, un groupe de personnes est arrivé, disant que ça valait la peine de les suivre. Ils ont capturé Aya et ont exigé la clé, menaçant de lui faire du mal s'il ne l'obtenait pas. À ce moment-là, la main de Fuku a commencé à crépiter d'électricité. Pointant sa main vers les attaquants, il a révélé le pouvoir de la chance. Un trou s'est soudainement ouvert sous le groupe. Alors qu'il commençait à tomber, Fuku a saisi la main d'Aya pour la sauver, promettant qu'il ne la laisserait pas partir. Allure a également aidé à tirer Fuku vers l'arrière, déclarant qu'elle ne les laisserait pas tomber. Mais à la fin, ils ont tous plongé dans le trou. Aya, toujours blessée, a réussi à se relever et a remarqué Allure au loin. Elle se demandait où était Fuku. À sa grande surprise, elle a découvert qu'elle était assise sur lui. Embarrassée, elle l'a rapidement frappé et s'est levée. Albert a alors demandé s'il pouvait évaluer la situation, mais avant toute chose, Fuku avait besoin de soins médicaux. Il a insisté sur le fait qu'il allait bien, et Aes l'a reconnu. Alir a commenté qu'il semblait qu'ils étaient prêts à se remettre sur pied, et Fuku, encore un peu confus, se demandait ce qu'il était advenu des autres qui étaient tombés avec eux. Eos a expliqué qu'ils étaient tous inconscients et qu'ils avaient déjà reçu les premiers soins. Fuka a remarqué à quel point il était malheureux qu'ils aient été attaqués par d'autres aventuriers. Aya, cependant, a répondu que de telles choses étaient courantes lorsqu'un trésor était impliqué. Le groupe a ensuite regardé la clé, se demandant si elle appartenait au trésor qu'ils poursuivaient. Aya a suggéré qu'elle pourrait ouvrir la chambre au trésor. Alir, désireuse d'avancer, a dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre et les a exhortés à continuer à chercher le trésor. Aya l'a mise en garde d'attendre, l'avertissant qu'il pourrait y avoir des pièges devant eux. Mais avant qu'Ayu ne puisse l'arrêter, Alir a marché sur un piège, déclenchant une pluie de lances qui ont volé vers elle. Alors qu'Ayu se précipitait pour l'aider, ils ont entendu un cri de Fuku, et un groupe de monstres volants est apparu en les attaquant. Dans la panique, Fuku et Ayu ont saisi Aller et se sont enfuis, terrifiés par les monstres. Aller, maintenant perché sur l'épaule de Fuku, ne pouvait s'empêcher de se rappeler comment, malgré le danger, elle semblait toujours se retrouver dans de telles situations lors de leurs aventures. Alir a fait remarquer que d'une manière ou d'une autre, ils avaient réussi à s'échapper la dernière fois, mais maintenant ils devaient faire confiance à la chance de Fuku. Yes lui a également saisi la main, disant que c'était pour leur sécurité. Fuku, confus, a demandé pourquoi les donjons étaient si dangereux, commentant que c'était une rare occasion de demander à un dieu. Alir, heureuse d'être reconnue comme quelqu'un d'important, a souri et a expliqué que tout cela concernait les épreuves et les bénédictions. Depuis les temps anciens,
Les dieux avaient donné des épreuves aux humains pour les aider à survivre et à travailler avec leur bénédiction. Elle a poursuivi en disant que si les dieux aimaient les humains, ils les punissaient parfois aussi. Les humains, à leur tour, apprennent à respecter et à remercier les dieux. Cependant, avec le temps, la foi a été perdue, c'est pourquoi les dieux ont créé les donjons pour rappeler aux humains de se souvenir de leur foi dans les dieux. Elle a ajouté que ce n'était pas une histoire tragique, et qu'elle ne voulait pas l'oublier. Alors que Fuku la regardait avec une expression déçue, Olaire lui a tapoté la tête en jouant, lui disant de ne pas faire cette tête et de se concentrer sur la recherche du trésor afin qu'ils puissent partir. Il se demande ensuite comment ils vont sortir car il commence à faire sombre devant eux, et l'endroit ressemble à une maison hantée. Soudain, Ayo a serré Fuku dans ses bras, surprise par le bruit d'une pierre qui tombait. Elle avait peur et s'accrochait à lui, son cœur battant la chamade. Tremblante, Elire leur a assuré qu'il n'y aurait pas de fantôme car c'était le donjon sacré. Cependant, Aya a fait remarquer que le visage d'Elire était devenu très pâle. Soudain, ils ont entendu quelqu'un appeler à l'aide. Alir a attrapé le cou de Fuku fermement, et il a grimacé, lui demandant de lâcher prise car ça faisait mal. Aya a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un autre groupe d'aventuriers en difficulté. Ils ont trouvé quelques personnes piégées dans une prison, suspendues là, impuissantes. Aya était méfiante, se demandant si c'était un piège. L'homme dans la prison, cependant, a insisté sur le fait que le dieu du donjon leur avait fait cela. Il a expliqué qu'un de ses camarades était allé chercher la clé, que Fuku avait remarqué était dans la main de l'homme, semblable à celle que tenaient les attaquants précédents. L'homme a demandé si tout le monde était en sécurité, et en entendant qu'ils n'avaient pas été montrés, les a exhortés à partir et à chercher les autres ensemble. Juste à ce moment-là, le dieu du donjon est apparu, les avertissant que cela poserait problème car ces personnes étaient ses disciples. Elle s'est présentée comme la grande déesse en charge du labyrinthe de fer, la déesse du chemin, Via, qui était classée 45e. Alir, peu impressionné, l'a traité d'inutile et de fini. Via, à son tour, a critiqué Alir pour avoir osé entrer dans le donjon d'un autre dieu. Alir a alors exigé de connaître la raison pour laquelle elle piégeait les humains, insistant sur le fait que cela n'avait rien à voir avec les épreuves. Via a répondu que leurs actions étaient inutiles et que ce que les dieux voulaient vraiment, c'était la foi. Elle a expliqué qu'elle avait lié les prisonniers avec des chaînes, mais qu'elle en avait autorisé certains à s'échapper pour répandre des rumeurs. Elle les a rassemblés en un seul endroit pour se concentrer sur la foi, car il ne manquait pas de personnes attirées par la promesse d'un trésor. Elle a même dit à Ilir qu'elle pouvait la copier comme elle le souhaitait. Ilir était furieuse des actions de Via, mais Via a calmement répondu que cela fonctionnait bien, utilisant les humains pour les forcer à adorer. Elle a affirmé qu'il devrait être reconnaissant de ses méthodes. Via a ensuite révélé que le dieu de la probabilité avait vaincu Ilir parce qu'Ilir ne prononçait que des mots doux et gentils. Les dieux, cependant, appréciaient par-dessus tous les systèmes et l'efficacité. Elle a rejeté les idéaux d'Ilir comme étant dépassés et a fait valoir que quelqu'un qui ne pouvait pas générer une foi appropriée n'avait aucune valeur. Fuku, se souvenant de la façon dont il avait été traité de la même manière dans le passé, s'est avancé avec une poussée de puissance, disant à Via qu'il comprenait beaucoup de choses sur le destin et la destinée. Bien qu'Ilir n'ait peut-être pas été la plus capable, Fuku a averti Via de ne pas s'en prendre à sa déesse, Ilir. Enragé, Fuku a tenu bon, et Ilir lui a rapidement demandé de se calmer. Via, indifférente, a déclaré que c'était son donjon, et d'un geste de la main a invoqué un monstre énorme. Elle a annoncé qu'elle donnerait aux faibles disciples de Valyria une épreuve. La créature s'est jetée sur Fuku, prête à attaquer. Le Minotaure se dressait devant eux, irradiant une pression immense. Aya réalisa que même un groupe d'aventuriers de rang A aurait du mal à le vaincre. Malgré l'incroyable chance de Fuku, son adversaire était extrêmement dangereux. Fuku ne pouvait qu'espérer gagner en comptant sur sa chance. Il n'y avait pas d'autre moyen. Le monstre a balancé son arme sur lui, mais Fuku l'a esquivé facilement. Le Minotaure a déclenché un barrage d'attaques explosives, frappant plusieurs fois, mais Fuku a continué à esquiver en courant, pensant qu'il devait tout laisser au hasard. Il savait que c'était une décision à deux options, soit esquiver, soit être touché. Villa observait attentivement, commentant que Fuku était un cas intéressant. Son équipement et son corps étaient faibles, et il ne semblait pas avoir d'expérience au combat. Pourtant, elle réalisa qu'il esquivait purement par instinct. Une autre attaque est arrivée sur Fuku, mais il a esquivé à nouveau et a réussi à attraper un emblème. Via a demandé au monstre d'attaquer plus efficacement. Une lourde frappe a été dirigée sur Fuku, et Alir a crié pour qu'il court. Fuku remarqua que Veya avait modifié la trajectoire de l'attaque. Alors que l'attaque atterrissait, Aya a levé un bouclier défensif mais n'a pas pu le bloquer complètement, prenant un coup sur sa main. Veya a dit que bien que Fuku aurait dû être capable d'esquiver l'attaque, il n'avait tout simplement pas de chance avec son adversaire. Aya s'excusa, disant qu'elle n'était pas assez forte pour la bloquer. Alira expliqua que Via était la déesse du chemin. Elle guidait les égarés et protégeait la sécurité des voyageurs, conduisant tout à sa destination finale. Via ajouta que ses attaques guidées atteignaient toujours leur cible. Le monstre avança vers eux, et Aes exhorta à la retraite, notant que leur compatibilité était mauvaise. Fuku se leva, demandant à Aliru de prendre soin d'Aya. Alors qu'il libérait de l'électricité,
Aya lui demanda ce qu'il prévoyait de faire. Il dit qu'il allait se battre et qu'il avait déjà appelé des renforts. Le monstre lança une forte attaque sur Fuku à nouveau, mais juste à ce moment-là, des gobelins avec des boucliers apparurent pour bloquer la frappe. Aléa se souvint de l'emblème du chef tribal. De nombreux gobelins arrivèrent pour aider, et Via réalisa que Fuku pouvait contrôler des monstres de bas niveau. Soudain, des gobelins assassins rejoignirent le combat pour aider Fuku et se déplacèrent pour attaquer Via, mais son monstre les tua sans effort sans même qu'elle ne bouge. Elle commenta que bien que l'utilisation de grand nombre soit une bonne idée, à l'ère de l'équipement militaire avancé, il était plus efficace d'améliorer les performances individuelles. Via avait apporté de nombreuses modifications à son monstre, créant de nombreux points faibles sur son corps à attaquer. Les gobelins essayèrent de protéger Fuku, mais ils furent tous tués facilement, y compris celui qui se tenait juste devant eux. Villa déclara sa victoire et proposa un accord. Fuku piqua légèrement son intérêt, et elle lui demanda de rejoindre son camp. Elle expliqua que cela s'appelait le débauchage. Cela n'effacerait pas ce qu'il avait fait. Mais à partir de ce moment-là, il devrait la vénérer au lieu d'y lire. En retour, elle utiliserait son aide pour progresser davantage. Elle promit également d'épargner Ilir s'il la suivait. S'il refusait, elle les tuerait tous les trois. Fuku se tourna vers Ilir, la remerciant de lui avoir montré la lumière après avoir été dans l'obscurité pendant 20 ans. Sa chance lui devenait progressivement familière, et il se demandait si elle pouvait vaincre le monstre. Il devait tellement à Ilir et demanda si ce pouvoir pouvait vraiment le battre. Elle le garantit et lui dit d'y aller avec confiance et d'écraser le monstre. Il chargea en avant, et Veya réalisa que les négociations étaient terminées. Son monstre attaqua Fuku à nouveau, mais cette fois il arrêta l'arme avec son propre pouvoir, ce qui laissa Veya momentanément confuse. Cependant, elle reprit rapidement ses esprits, sachant qu'elle avait beaucoup d'autres astuces. Fuku pensa au missile et remarqua un gobelin bouclier toujours vivant sous sa jambe. Soudain, toutes les attaques du monstre furent lancées à la fois. Fuku sauta avec un bouclier chargé vers le monstre. Veya fut choquée alors que Fuku esquivait toutes les attaques du monstre et se rapprochait d'elle, la saisissant finalement. Elle demanda s'il tentait de s'auto-détruire. Il devina que c'était ce que cela signifiait de tout miser sur la chance. Puis une explosion massive se produisit. Veya croyait qu'elle était une déesse qui veillait sur le voyage et guidait les personnes perdues. Cela semblait être une pensée noble, mais en réalité, elle n'était rien de plus qu'une personne inutile qui ne pouvait que donner des indications. Même ce rôle fut finalement remplacé par des machines, et elle cessa lentement d'être nécessaire. Elle ne voulait pas être oubliée, mais l'efficacité était ce que les gens recherchaient. Elle était allongée après l'attaque de Fuku, et son monstre avait déjà été vaincu par lui. Fuku s'effondra, mais Alir vint le soutenir, disant qu'il avait vraiment fait quelque chose d'incroyable. Il était si heureux d'avoir vaincu ce monstre. Elle lui dit de ne pas essayer d'avoir l'air cool parce que c'était fondamentalement autodestructeur. Il ne pouvait penser à rien d'autre. Yes arriva également et dit que Fuku l'avait vraiment fait, puis suggéra qu'il retourne au bâtiment après s'être reposé. Tout le monde était libéré. Mais un homme attrapa Via et était sur le point de la poignarder avec une épée. Fuku l'arrêta. L'homme était furieux. Ils avaient été enfermés pendant 3 semaines et n'auraient jamais la paix tant que Via ne serait pas tuée. Cependant, Fuku refusa la demande, et Villa se souvint d'une époque dans le passé où elle avait aidé un petit enfant à retrouver son chemin après s'être perdu dans la forêt. Comment pourrait-il dire à ces hommes qu'un tel comportement était inacceptable? Maintenant que tout le monde était en sécurité, si Via faisait encore quelque chose comme ça, Fuku s'occuperait d'elle. Elle s'excusa profondément pour ses actions et pleura beaucoup. Fuku lui dit que tout allait bien et lui demanda de ne plus recommencer. Surprise par sa gentillesse, elle se mit à pleurer encore plus. Dans la guilde, les gens célébraient parce que Fuku avait dégagé le labyrinthe et aussi parce que Ran avait gagné en grade. Il remercia chaleureusement tout le monde. Alira demanda pourquoi il semblait si distrait. Après tout, il était la star du jour et aurait dû être plus heureux. Ran expliqua que c'était parce que c'était la première fois que quelqu'un en dehors de sa famille le félicitait. Aiz apporta un gâteau géant pour célébrer. Fuku voulait aider à le soulever puisqu'Aiz était blessé, mais elle insista sur le fait qu'elle allait bien. Soudain, elle ressentit une douleur aiguë, et le gâteau glissa, tomba et atterrit d'une manière ou d'une autre sur Elir. Fuku attrapa rapidement Aiz avant qu'elle ne tombe et lui dit d'être plus prudente à cause de sa blessure. Ils examinèrent ensuite le gâteau et remarquèrent quelque chose avec Elir. Fuku sortit même une épée, et Euyes expliqua que c'était l'épée guide d'Ariadne, un butin rare du Minotaure et un objet légendaire. Elir dit que c'était un bon cadeau d'excuse, mais mentionna que l'épreuve de son chef de clan était encore plus impressionnante. Fuku se demanda s'il pourrait un jour rivaliser avec ça. Alir s'énerva et dit que c'était probablement mieux qu'elle ne devienne pas son subordonné. Un homme portant un masque s'approcha et appela Fuku, disant que c'était leur première rencontre. Il se présenta ensuite comme Tomonaga, le directeur de la guilde. Ayas s'inclina respectueusement, et les autres aventuriers firent de même. Fuku fut surpris de voir leur réaction. Tomonaga expliqua que l'énergie était la chose la plus importante pour eux tous, puis examina la main de Fuku, le félicitant non seulement pour avoir conquis le donjon difficile, mais aussi pour avoir sauvé les otages. Fuku se demanda pourquoi quelqu'un comme Taminaga était ici. Taminaga remit à Fuku une nouvelle carte de guilde qui avait l'air très premium.
Il dit que la carte était toujours classée E, mais que les règles étaient différentes, et qu'un rang suffirait. Avant de partir, il exprima sa gratitude à Fuku et l'encouragea à continuer à gagner des niveaux. Fuku s'inclina en remerciement, montrant son respect. Des aventuriers vêtus d'armure dorée se sont approchés de Fuku, disant que c'était incroyable qu'il ait conquis un donjon inexploré en une seule journée. Ils se demandaient si c'était aussi grâce à la bénédiction du dieu de la chance. Aya était d'accord, mentionnant que le fait d'échapper à l'explosion avec seulement des blessures mineures était entièrement grâce à Elir. D'une voix lente, elle a dit à Elir que c'était sa chance de gagner de nombreux disciples. Elir mangeait du gâteau et a dit à tout le monde qu'avec le pouvoir de sa chance, elle sauverait tout le monde, peu importe la force de l'ennemi. Tout le monde a applaudi et a apprécié leur boisson. Un homme en armure dorée a dit à Fuku qu'il voulait son aide pour quelque chose et a dit que lui et sa déesse seraient ravis si le nom de Fuku se répandait. Ils ont commencé à emmener Fuku, et Ayas se demandait où ils allaient. Alors que les gens louaient Aer, elle a dit que tout cela était grâce à Fuku et que ce n'était pas un grand cadeau, mais qu'elle pouvait le transformer en son serviteur. Puis elle a remarqué que Fuku n'était pas là. Ayas lui a dit que Fuku était parti quelque part avec les gars en armure, et elle pensait que cela avait quelque chose à voir avec l'aide à quelqu'un. Lorsque Fuku est allé aider, il a découvert l'objet, et une dame lui a dit qu'il n'avait pas été trouvé depuis 220 ans. Tout le monde était ravi parce que Fuku l'avait trouvé en seulement 5 minutes. La dame lui a offert de l'argent en signe de gratitude, mais Fuku a insisté sur le fait qu'il n'était pas nécessaire de le remercier. Un homme chauve en armure dorée a dit à Fuku de ne pas être timide, disant qu'accepter de telles récompenses faisait partie des bonnes manières. Ils ont pris une petite partie de la commission et ont donné le reste, une somme énorme, à Fuku. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de refuser l'argent. L'homme nommé Kawada était un croyant en Mercator, le dieu de l'argent. Il a dit à Fuku qu'il voulait le récompenser correctement. Pendant ce temps, Yamada et Yoshida ont parlé de la façon dont la gratitude était naturelle dans le monde et qu'il était normal d'accepter une somme aussi importante. Fuku ne savait que gagner des récompenses grâce aux missions de guilde, donc c'était nouveau pour lui. Ils ont mentionné qu'ils étaient des croyants du dieu de l'argent et qu'ils avaient un vrai talent pour détecter des opportunités comme celle-ci. Ils ont demandé à Fuku de les aider le lendemain, promettant qu'ils gagneraient gros ensemble. Alir et Aes regardaient tout en se cachant derrière les buissons. Aya a demandé à Alir si c'était vraiment correct de ne rien dire à Fuku. Alir a répondu qu'elle s'en fichait. Les gens obtiendraient le contrat et bien d'autres choses dans les jours à venir et très tôt autant d'argent. Yamada et Yoshida se demandaient à voix haute où ils allaient dépenser tout cet argent. Kawata a remis la part de Fuku à lui et a même ajouté un bonus. Ils ont également proposé de venir le chercher et de le déposer s'il le souhaitait, mais Fuku a refusé, disant qu'il apprenait à gagner tout seul. Yes et Alee ont continué à le suivre, et Alee a mentionné une fois de plus que Fuku était son serviteur. Yamada a dit à Fuku que pour gagner de l'argent, il avait besoin d'expérience, et la prochaine fois, il pourrait aller au casino pour l'entraîner. Soudain, une fille s'est approchée d'eux en tenant un prospectus. Elle a dit que cela promettait qu'il pouvait trouver n'importe quoi et a demandé s'il pouvait aider à trouver Marie, son chaton qui avait disparu il y a 3 jours. Kawata a demandé combien elle paierait pour le service. La fille a dit qu'elle n'avait pas d'argent. Fuqua a dit qu'il était normal de l'aider et que l'argent n'était pas nécessaire. Mais Kawata a insisté sur le fait qu'il n'aiderait pas sans paiement. Pourtant, la fille a regardé Fuqua avec confiance et l'a supplié de trouver Marie. Yamada l'a prise à part et lui a dit de ne pas être gâtée. C'était leur travail, et si elle ne pouvait pas payer, elle devait rentrer chez elle. Pendant ce temps, Yoshida emmenait Fuku pour fêter ça. Ils emmenaient Fuku quand Alir s'est mise en colère de voir à quel point ils étaient cruels. Juste à ce moment-là, Aya s'est soudainement levée, et Alir a demandé pourquoi elle s'était levée si brusquement. Aya est sortie, et Alir a averti que ces gens auraient pu la voir. Fuku a entendu la voix d'Aya et a demandé comment il pouvait l'aider. Elle l'a soudainement jetée avec une force surprenante, et les 2 autres hommes se sont demandé ce qui n'allait pas chez elle et pourquoi elle était accroupie comme ça. Ils ont dit que mettre un prix même sur la gentillesse était cruel, et qu'ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. Kawata s'est levé, furieux, et a demandé si elle prévoyait de combattre les croyants du dieu de l'argent. Fuku a agi différemment cette fois. Il avait l'intention de rendre tout l'argent à Kawada. Mais Kawada, faisant semblant d'être gentil, a demandé à quoi il pensait après tout ce qu'ils avaient fait pour lui. Fuku a répondu fermement qu'il ne vendrait pas son cœur. Puis il s'est approché d'Aya, s'est excusé, et elle l'a rassuré qu'elle n'était pas inquiète parce qu'elle savait qu'il ne changerait pas et lui faisait confiance. Se sentant timide, Fuku a demandé à la fille de venir avec eux pour trouver Marie. La fille a joyeusement emmené un Yas avec elle aussi. Kawata s'est mis encore plus en colère et a tiré son épée avec les autres prêts à combattre Fuku. Il a averti que ce n'était pas la bonne façon de faire les choses, affirmant qu'ils avaient trouvé une bonne mine d'or. Il a accusé le serviteur d'une déesse de second ordre de trop se montrer et a menacé de tout signaler à Mercator. Juste à ce moment-là, un chat géant est apparu derrière Fuku et a demandé ce que Kawata ferait ensuite. Kawata a vu le chat et a réalisé que c'était Mercator, le dieu de l'argent. Fuku se demandait si cet énorme chat était vraiment Mercator. Kawada a dit que ces hommes interféraient dans leurs affaires et a demandé à Mercator d'utiliser son pouvoir pour leur donner une leçon.
Mercator a frappé Kawada fort, le jetant au sol, et l'a grondé pour avoir été si impoli. Ensuite, les trois hommes se sont enfuis rapidement. La fille a serré Mercator dans ses bras, l'appelant Marie et disant qu'elle avait été si inquiète pour lui. Fuku et Ayaz ont été surpris d'entendre ça. Mercator leur a dit que ces hommes avaient causé des problèmes, et Ayaz s'est incliné pour s'excuser d'avoir levé la main contre eux. Mercator a dit que c'était une bonne leçon pour ces trois-là. Fuku a admis que Mercator l'avait vraiment impressionné. Mercator a répondu que s'il était vraiment impressionné, il aimerait faire d'un serviteur comme Fuku un vrai homme. Mais il devait partir parce qu'une femme était jalouse, et il n'oserait pas rester pour les saluer. Mercator a dit au revoir et a promis qu'il se reverrait bientôt. Il ne comprenait pas tout à fait, mais Mercator a expliqué que c'était une convocation d'urgence directement de Tamanaga. À la réunion, chaque dieu avec ses serviteurs est venu à moi. Il a remercié Tommy et Tommy d'être venus et voulait leur demander quelque chose à propos de la conquête d'un donjon. Ensuite, Tommy leur a montré la jungle de béton, qui était actuellement l'un des plus grands donjons du pays. Quelqu'un a mentionné que sa taille estimée était de 11 km². Tommy a nié cela, expliquant que les données dataient de la semaine dernière. Actuellement, il s'était étendu à environ 34 km² et croissait encore rapidement. Si rien n'était fait, l'ensemble de l'archipel japonais serait consumé par celui-ci en seulement 3 mois. C'est pourquoi ils avaient besoin de l'aide de tout le monde, en particulier ceux qui avaient de l'expérience dans la conquête de donjons. Il les a tous remerciés car ils ont accepté la demande. La scène s'est ensuite déplacée vers Arjul, la déesse de la fertilité et administratrice de la jungle de béton. Alir a dit à Argile que Tommy avait l'air pâle comme un fantôme. Argile a demandé si c'était vraiment si grave, disant qu'elle ne faisait que créer un nouveau donjon et arroser les plantes au fur et à mesure qu'ils grandissaient si vite. Alir a crié que c'était la faute d'Argile et l'a frappé à la tête en plaisantant. Tuku a dit que c'était bon, tandis que Mercator a ajouté qu'il ne pouvait pas changer ce qui était déjà fait. Le temps d'un homme n'est ni dans le passé ni dans le futur, mais dans le présent. Alir a ensuite fait remarquer qu'Arjul n'était pas un homme. Aes a dit qu'il pouvait faire quelque chose à propos de l'arbre d'origine, donc tout irait bien. Elle se demandait si le plan de la guilde fonctionnerait vraiment. Et si ce n'était pas le cas, ils auraient tous des problèmes. Yes a ensuite expliqué tout le plan. Mercator a demandé à Alir si elle venait avec eux aussi. Elle a refusé, rappelant à tout le monde sa condition lors du pari avec Fuku. Comme elle avait perdu, elle lui devait rester avec lui. Mercator a dit qu'il s'occuperait des choses et qu'elle ne saurait peut-être pas ce qui pourrait arriver. Il s'est également demandé pourquoi il causait toujours des scandales. Avec l'aide d'une épée, Fuku a utilisé une compétence de guide pour leur montrer le chemin à travers le donjon, et Mercator a été émerveillé par sa puissance. Eya a expliqué que c'était une arme divine, et tant qu'il la suivrait, il ne ferait face à aucun danger majeur. Fuku montrait le chemin, tandis qu'Ai et Ilir étaient toutes deux fatiguées. Eya a fait remarquer que le terrain était accidenté et difficile à traverser, et qu'il ne semblait pas y avoir de monstres. Aya était d'accord, notant qu'elle n'en avait vu aucun non plus. Soudain, Fuku remarqua quelque chose et se demanda ce que c'était. Aya a dit que c'était peut-être son imagination. Ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'est qu'Aya était déjà emmenée par un fouet. Alors que Fuqua se détendait, Aya a également été emmenée. Soudain, quelque chose est venu saisir la jambe de Fuqua, et ils ont réalisé que c'était la vigne de l'esprit de l'arbre. Alir se demandait pourquoi des choses comme ça lui arrivaient toujours. Ai s'est précipité pour aider et a tiré avec son pistolet électrique sur le fouet, ce qui a également choqué Alir, mais elle a réussi à se libérer. Après cela, Fuku et Aes se sont également échappés de l'esprit de l'arbre. Aya s'est excusé, disant qu'il semblait que son pistolet électrique ne fonctionnait pas sur la vigne mais affectait Alir. Fuku a attaqué l'esprit de l'arbre géant, infligeant un coup critique de 82 et le tuant. Il a dit que c'était tout ou rien et était heureux que son épée fonctionne si bien. Eos se demandait pourquoi un arbre normalement paisible se comporterait ainsi. Elle a ensuite trouvé une noix de pouvoir. Alors que Fuku tendait joyeusement la main pour l'attraper, Alir l'avertit qu'il était inutile pour lui de la manger, car l'utilisation de sa compétence lui ferait perdre de la force. Quand Fuku a demandé, j'ai demandé à la manger à la place, elle a refusé, disant que c'était trop précieux et rare, valant environ 500 000 yens sur le marché. Fuka a répondu que c'était bien qu'elle la mange car ce serait du gaspillage autrement. De plus, elle l'avait vraiment aidé, et il l'offrait en cadeau à une compagne importante. Alir s'est alors dirigé vers l'avant, leur disant de la suivre. Aya s'est souvenu de son passé dans un donjon, où elle avait couru une fois vers un groupe, leur disant qu'un autre groupe était attaqué par des monstres et qu'ils devaient aider. Cependant, les filles avaient refusé, ne voulant pas prendre de risques, et ont dit à Aya que si l'autre groupe était anéanti, le butin serait à elle. L'une d'elles a même qualifié cela de gain opportuniste. Aya a continué d'insister pour qu'elles aillent aider. Mais leur chef a claqué sa main sur la table, exprimant à quel point le sens de la justice d'Aya était ennuyeux. Elle a dit à Aya que si elle était si désireuse d'aider, elle devrait y aller seule, ajoutant qu'Yas était de toute façon trop faible pour faire la différence. Yas a cessé de discuter, ses pensées dérivant vers Fuku. Elle se souvenait de la façon dont il l'avait toujours aidée, et comparée à lui, elle se sentait totalement inutile. Elle a mangé la noix en silence, et Fuku a crié,
la pressant de se dépêcher. Pendant ce temps, Kawata et deux autres se faufilaient derrière Aya, prévoyant de s'attribuer le mérite de ses actions. S'ils pouvaient recevoir la bénédiction du Mercator, ils croyaient qu'ils deviendraient encore plus riches qu'ils ne l'étaient déjà. Fuku, ouvrant la voie avec son épée, restait inconscient de leur complot. La noix à l'intérieur d'Aeu a commencé à briller. Soudain, le sol a commencé à trembler, et un monstre géant est apparu derrière eux, prêt à attaquer. Alir se demandait quel genre de monstre c'était, et Aeu n'était pas sûr, n'ayant jamais rien vu de tel auparavant. Fuku, cependant, l'a écarté comme non pertinent et a rapidement tiré un coup visant la créature. Mais c'était si proche. Aiz réalisa alors que ce n'était pas du tout un monstre. C'était un énorme rat noir. Fuku et Eller étaient tous deux choqués, n'ayant jamais imaginé qu'un rat aussi géant puisse exister. Eya a émis l'hypothèse que le donjon avait peut-être affecté d'une manière ou d'une autre les créatures à l'intérieur, les rendant plus agressives. Elle n'avait jamais entendu parler d'un tel phénomène auparavant. Fuku s'est demandé si les esprits de la forêt habituellement calmes étaient également influencés et a deviné que d'autres espèces pourraient devenir agressives les unes après les autres. Alir était de plus en plus inquiète, craignant que le donjon n'affecte l'ensemble de l'écosystème. Fuku s'est alors tourné vers Iast, lui demandant ce qui n'allait pas. Elle a répondu que ce n'était rien, et ils ont continué leur chemin. Pendant ce temps, Kawada et les autres se prélassaient sur une branche, regardant nonchalamment la scène. Ils ont plaisanté en laissant les monstres s'occuper d'eux-mêmes, affirmant que c'était un combat facile pour eux. Après un certain temps, ils ont atteint la source du donjon. Fuku a fait remarquer que c'était beaucoup plus grand qu'il ne l'avait prévu. Il savait que ce n'était pas seulement l'eau qui alimentait sa croissance, et la cause de tout était liée à Ardol. Mais maintenant, nous devons l'affronter et en finir, a-t-il dit, déterminé à terminer leur mission. Aya était équipée d'une arme appelée Subukaruru. Juste à ce moment-là, Fuku a averti que leur situation n'allait pas être facile. Des vagues de rats les attaquaient, et ils se demandaient tout ce qu'ils allaient faire. À ce moment-là, Kawada et les deux autres sont apparus, les remerciant d'avoir montré le chemin. Ils ont mentionné que la partie juteuse était maintenant à eux, et qu'ils prendraient simplement le même chemin et feraient tout ce qu'il faudrait pour réclamer les récompenses du donjon. Alir, enragé par leur égoïsme, pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Yamada, perçant nonchalamment un arbre, a répondu que celui qui joue intelligemment est celui qui a raison. Soudain, toute la zone est devenue rouge sang, et une onde sonore profonde et lourde a résonné, laissant tout le monde désorienté. Yes a réalisé que le rejeton les menaçait. Les rats devenaient de plus en plus dangereux, et Kawata a rapidement compris qu'ils étaient encore plus en danger maintenant. Les rats ont commencé à attaquer, certains se dirigeant directement vers Alir. Terrifié, Alir s'est figé, mais Fuchin savait qu'il n'y avait pas assez de temps pour le sauver. Juste au moment où les rats étaient sur le point de frapper, Aiz s'est transformé d'une manière inattendue. Ses cheveux ont poussé et elle les a utilisés pour écraser le rat attaquant en dessous. Alors que davantage de rats chargeaient vers elle, elle les a rapidement tranchés avec facilité, les éliminant un par un. Alir, stupéfaite, s'est demandé à voix haute, qu'arrive-t-il à Aya? Aya a frappé le sol avec une telle force qu'il s'est fissuré sous elle. Kawada, émerveillé, a commenté sa puissance et s'est demandé quel genre de compétences elle utilisait. Aya, riant maniaquement, a continué à attaquer. Fuku s'est tourné vers Elir et a dit, Aya a complètement perdu la tête. Aya, réfléchissant un instant, a répondu, c'est probablement le rejeton, puis a fait un geste vers la poitrine d'Aya, où la même marque de l'esprit de la forêt et des rats était visible. Ils ont tous deux réalisé que la graine qu'Aya avait mangée plus tôt pouvait contrôler à la fois son corps et son esprit. Ils étaient maintenant dans de sérieux problèmes. Bien qu'ils savaient que la graine était le point faible, ils ne pouvaient pas attaquer Aya directement car cela la tuerait probablement. Fuku a ressenti un sentiment de culpabilité accablant. C'était de sa faute de lui avoir donné la graine en premier lieu, et maintenant il devait trouver un moyen de réparer ça. Se tournant vers Elir, il lui a demandé une faveur, quelque chose qui pourrait l'aider à se défendre contre Aya. Elle n'a jamais cru en la chance, mais elle était toujours là pour me tendre la main. Tu dois la sauver quoi qu'il arrive. S'il te plaît, aide-le à faire ça. Alir, comprenant la gravité de la situation, est passé à l'action et a décidé d'utiliser le pari divin. Il a initié le pari équitable et partiel avec comme enjeu le contrôle du corps d'Ayasa. Les deux joueurs étaient Fuku et la graine à l'intérieur du corps d'Ayasa. En faisant ce pari, Olee a demandé à Fuku s'il était vraiment certain que cela fonctionnerait. Fuku a hoché la tête en signe d'accord en la remerciant. Il croyait que la graine paralysait Aya, et s'ils attaquaient imprudemment, Aya serait incapable de s'échapper. D'un autre côté, s'ils permettaient à la graine de les attaquer, la chance mettrait Aya en danger. Alee, cependant, est resté ferme, déclarant que leur adversaire n'était pas du genre à rester les bras croisés et à jouer à des jeux. Fuku savait qu'il devait agir, et Alee ne voulait pas savoir ce qui allait se passer ensuite. Elle a annoncé que ce serait un duel avec comme pari le contrôle du corps de l'autre. En d'autres termes, le gagnant prendrait le contrôle total. Aya a ri en entendant cela, et Fuku s'est préparé à attaquer avec son épée, pensant qu'il pouvait parier sur n'importe quoi. Mais le résultat du pari était absolu. Il a jeté l'épée, visant la main d'Aya, et a réussi à percer l'armure.
Fuku a rappelé à tout le monde qu'ils avaient parié leur corps l'un contre l'autre, et qu'aucun pari ne pouvait exister sans un risque valable. Allaire, toujours incrédule, se demandait comment Fuku pouvait risquer sa vie sur un tel plan, un plan qui pourrait le laisser contrôler par Aya à la place. Fuku a répondu calmement, disant que ce n'était pas grave parce que c'était son arme. Alors qu'il parlait, ils ont remarqué la graine régénérer la main d'Aya, et Aya, légèrement consciente, a pointé vers un produit chimique se répandant dans l'air. Fuku a compris, et sans hésitation, a pris l'épée, demandant seulement à être guidé. D'un jet rapide, l'épée a frappé Aya, brisant la barrière chimique et faisant émerger la graine. Cependant, Aiz ne voulait pas que la graine soit libérée. Une explosion massive a suivi, mais au soulagement de Fuku, Aiz était indemne. Il l'a embrassée, remerciant Dieu pour sa sécurité. Elle s'est excusée, disant qu'une fois de plus, elle avait été un obstacle. Même s'ils étaient coéquipiers, elle semblait toujours lui causer des problèmes. Fuku l'a rassurée, disant que ce n'était pas grave de causer des problèmes et que leur relation n'était pas unilatérale. Ils supportaient tous les deux le coup l'un pour l'autre, mais ils se soutenaient également. Il lui a dit qu'il voulait être ce genre de coéquipier. Tous les deux sont devenus émotifs, et Aïs s'est demandé si elle avait mal compris les choses. Elle s'est demandé pourquoi elle n'avait pas vu cette perspective auparavant. Fuku a souri doucement, et Alir a répondu, déclarant qu'elle ne serait plus confuse. Pour une déesse, une explosion n'était guère quelque chose à craindre. Quand ils ont demandé si elle avait vraiment peur, Alir a tranquillement confessé qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Fuqua et Aes ont tous deux remarqué à quel point sa voix était faible, et Fuqua a silencieusement pensé qu'ils devraient continuer à causer des problèmes l'un pour l'autre et se soutenir encore plus parce qu'ils étaient coéquipiers. Alors qu'ils célébraient dans la guilde, Mercator a grondé Kuwada, disant que son corps leur avait causé des problèmes. Kawada s'est rapidement excusé. Fuku a remarqué le visage de Kawada et a fait remarquer qu'il était allé trop loin. Mercator, à son tour, a reconnu qu'il leur devait encore une fois et leur a offert de l'argent chaque fois qu'ils en avaient besoin. Fuku a accepté l'offre. Juste à ce moment-là, Tommy et les autres sont arrivés, et dans un élan d'excitation, ont jeté Fuku en l'air pour le féliciter d'avoir conquis la forêt de béton et d'avoir progressé. Alors qu'il commençait à tomber, Ardal l'a rattrapé, disant qu'aucun remerciement ne serait jamais suffisant. Le visage de Fuku a fini par être pressé contre sa poitrine, et elle l'a serré plus fort, mais Alir l'a immédiatement éloigné. Argil a refusé de lâcher Fuku, insistant sur le fait qu'il deviendrait son familier. Alir, n'en voulant pas, a répondu fermement, disant que Fuku serait libre, et qu'Arjul avait déjà des tonnes de familiers. Tomei a interrompu la situation avec des excuses et a demandé à Fuku et Alir de l'accompagner pendant un certain temps car le chef des dieux les avait appelés. Le visage d'Alir est devenu pâle à la mention du chef des dieux, et Ayaz a remarqué que ce n'était pas seulement pâle, mais que cela devenait violet. Alir se demandait nerveusement si la rencontre avec le chef des dieux était une bonne chose. Quand ils sont arrivés devant la chambre du chef des dieux, Villa s'est présenté, demandant si on les avait appelés aussi. Via a été choquée de voir Via là aussi. Via les a rapidement rassurés, disant qu'elle n'était pas là pour se battre avec Aelir. Elle a expliqué qu'Arjul avait probablement été appelé à cause de leur succès dans la conquête du donjon, et qu'il pourrait y avoir une récompense en réserve pour eux. Aya a pris la parole, disant qu'elle ne s'associerait pas à ce groupe, mais ils sont tous entrés dans la pièce de toute façon. À l'intérieur, le chef des dieux les a accueillis, notant que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas rencontré les dieux problématiques et a annoncé qu'ils étaient tous condamnés à mort. Arjul et Viège n'ont pas réagi, mais Alir a commencé à pleurer bruyamment. Le chef des dieux a ensuite expliqué les crimes des trois, déclarant qu'ils ne pouvaient plus être ignorés et qu'ils seraient confrontés à une punition sévère. Aya a pris la parole, arguant que les condamnés à mort étaient trop extrêmes. Elir était d'accord avec elle, mais Fuku, qui était resté silencieux jusqu'alors, a demandé à tout le monde de se taire. Il a supplié le chef des dieux, baissant la tête d'Elir dans le processus. Il a dit au chef que les punir pour leurs actions étaient impardonnables, mais qu'il se rachèterait à condition qu'ils soient autorisés à vivre. Le chef des dieux a répondu qu'il n'y avait pas d'autre choix et qu'il serait pardonné cette fois, leur permettant de vivre. Alors qu'ils continuaient à discuter de leur sort, Eli a fait remarquer que le chef était inhabituellement poli envers les humains, ce à quoi Veya a répondu, disant que c'était peut-être son œuvre puisqu'ils étaient ceux qui avaient soulevé la question. Le chef des dieux a ajouté qu'il ne pouvait y avoir aucune conséquence laissée sans contrôle. Comme punition, ils ont été chargés de livrer un télégramme à sa sœur, qui vivait sur une île inhabitée du sud. Elle a remis la lettre à Elir, leur disant de la livrer et qu'elle comptait sur eux. Le groupe a ensuite embarqué sur un navire pour l'île, ressentant un sentiment de soulagement. Aléé a fait remarquer que ce qui avait commencé comme une sentence du chef des dieux s'était en quelque sorte transformé en vacances. Yes a également trouvé la situation assez pratique. Soudain, Argo a attrapé la poitrine d'Aléé et avec un sourire espiègle a suggéré, profitons-en. Fuku s'est souvenu de l'époque où le chef des dieux avait touché son visage, remarquant qu'il avait beaucoup grandi. Fuku se demandait ce qu'elle voulait dire par là. Pendant ce temps, Via naviguait sur le navire et a annoncé qu'ils étaient arrivés à l'île de Shishigami. Alors qu'ils atteignaient le rivage, tout le monde a débarqué en maillot de bain. Un grand groupe d'hommes est également apparu, et Fuka a réalisé qu'ils étaient des disciples de Via,
tous entassés dans la salle de commandement. Fuka a été surprise par le nombre de personnes qui remplissaient la pièce. Aya a demandé à Fuku au sujet de la sœur cadette du chef, et Fuku a suggéré de livrer la lettre en premier. Elir et Argel jouaient déjà dans la mer, et Elir a fait remarquer qu'il n'y avait pas de date limite pour livrer la lettre. Argel a ajouté que Mor, la sœur du chef, faisait probablement la sieste puisqu'elle était la déesse de la nuit et ne se réveillait que la nuit. Alir a ensuite emmené Bess pour attraper des poulpes. Fuku se sentait mal à l'aise parce que ce qui était censé être sa punition s'était transformé en un voyage ludique. Via, remarquant son malaise, lui a dit d'abandonner. Une fois qu'ils étaient comme ça, il n'y avait pas moyen de les arrêter jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Elle s'amusait aussi. Fuku, se sentant un peu déplacé, la remarqua en train de profiter du temps au bord de la plage. Via lui a souri, suggérant qu'ils devraient s'amuser aussi puisqu'ils étaient bloqués jusqu'à la nuit. Cependant, était terrible en natation. Via a demandé à Fuku de devenir son disciple, expliquant qu'il s'agissait d'une forme de recrutement. Fuku, confus, a répondu qu'il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Via a ensuite précisé, disant que c'était comme un contrat gratuit, contrairement aux familiers qui étaient liés par un contrat exclusif et connu sous le nom de mythe du mariage sacré. Elle a révélé qu'il y avait beaucoup d'histoires de dieux et d'humains se joignant de cette façon. Argo avait de nombreux familiers à son service, tandis que Via, en revanche, n'avait presque aucun croyant. Elle a expliqué que sa position allait bientôt chuter de manière significative, et que la mère ne pouvait plus se soucier des apparences. Fuku était sur le point de toucher ses oreilles quand Aya a soudainement appelé à l'aide, disant que la pieuvre tirait sur sa robe. Alir essayait de l'enlever, mais les vêtements glissaient. Fuqua est immédiatement allé les aider tous les deux et a dit à Via de continuer son explication plus tard. À la tombée de la nuit, ils se sont réunis autour d'un feu de joie, s'étant amusés toute la journée. Elir, se sentant fatigué, a mentionné qu'il était temps qu'il livre la lettre à Mor. Aya a soudainement senti quelque chose bouger dans la forêt derrière eux. Alors qu'elle se retournait, Fuku a demandé s'il y avait quelque chose là-bas. Aya a répondu qu'elle sentait quelque chose bouger. Elir a ensuite pointé la lumière de sa torche sur le visage d'Aya par en dessous et a demandé taquinement si elle pensait que c'était un fantôme. Aya, effrayée, a serré Fuku fort, son visage pressé contre sa poitrine. Elle a plaidé, « Ne lui fais pas peur comme ça. » Fuku, essayant de la réconforter, a murmuré qu'elle pourrait mourir. Veya a pointé la torche vers la forêt, disant que c'était une région éloignée et probablement juste un sanglier ou quelque chose de similaire. Mais alors, à leur choc, ils ont vu plusieurs fantômes. Fuku et les autres ont crié et se sont immédiatement enfuis de peur. Eya s'est demandé à voix haute si ce pourrait être Mor. Aléé l'a rapidement nié, disant que ce ne pouvait pas être le cas. Villa a ajouté que s'ils ne retournaient pas au navire bientôt, ils auraient de sérieux problèmes. Quand ils ont atteint le rivage, ils ont vu leur navire être détruit par un monstre géant. Sans moyen de s'échapper, la panique s'est installée. Puis quelqu'un a exprimé la question que tout le monde avait en tête que l'île était en fait un donjon. Ils ont été choqués, et Aléé s'est demandé ce qu'il devrait faire car il ne pourrait plus rester sur l'île maintenant. Via lui a demandé de ne pas pleurer à son âge et qu'elle agissait toujours de la même manière. Un Joker s'est approché de Dia pour lui faire peur, et même Aléé a été surprise par cela. Le Joker a poursuivi les deux avec Veya volant à leur côté. C'étaient des familiers d'Arjul, qui demandaient comment ils devaient procéder, laissant cela à leur discrétion. Alir a ensuite puisé dans la puissance de la divinité de la fertilité, la proclamant et recevant la grâce divine connue sous le nom de Nobunobiru. On disait que c'était la protection la plus puissante d'Arjul, capable de faire croître toute la création. Après cela, ils ont combattu d'autres fantômes. Une fois la bataille terminée, ils ont commencé à fuir les fantômes en se cachant derrière les buissons. Alir a remarqué que d'une manière ou d'une autre, ils avaient réussi à semer leurs poursuivants, mais elle s'est ensuite demandé comment elle pouvait abandonner ses familiers. Argile leur avait fait confiance après tout. Alir a déclaré qu'ils étaient les seuls restants et a commencé à analyser la situation. Via a expliqué que l'île entière ressemblait à un donjon, un cauchemar. Les créatures là-bas pouvaient sentir la peur de leur proie, et il semblait que c'était un monstre qui absorbait la peur pour devenir plus fort. Alors que Fuku suggérait de s'échapper d'une manière ou d'une autre, Via a répondu qu'il était impossible de partir car il y avait des requins dans l'eau. Fuku a demandé si la compétition était la seule option. Via a accepté, et Alir a expliqué que le donjon était conçu pour tester à la fois les humains et les dieux. Le chef des dieux les avait envoyés là-bas dans cette intention. Elle a remarqué que tout le monde semblait terrifié par quelque chose, exhortant Alir à simplement surveiller ses arrières. Elle a répondu qu'elle ne se laisserait pas berner par leur ruse, mais avant qu'elle ne puisse agir, un fantôme l'a capturée et s'est envolé. Aya se demandait comment ils étaient censés la suivre. Fuku a demandé à Via et Argile de voler et de suivre le fantôme. Argile a accepté, mais seulement si Fuku acceptait de devenir son familier. Via a alors dit à Fuku qu'elle l'aiderait en premier. À ce moment-là, une pierre brillante a volé vers Fuku. Alors qu'il tendait la main vers elle, un autre monstre est apparu, ayant l'intention de le dévorer, mais il s'est arrêté lorsque Fuku s'est agenouillé pour ramasser la pierre. Terrifié, Villa l'a exhorté à courir. Cependant, ses jambes ne bougeaient pas. Soudain, un siège est apparu sur la poitrine d'Aya, et alors que le monstre s'est jeté pour attaquer,
Aya a utilisé son pouvoir pour éloigner Fuku de la créature. Les monstres ont commencé à les poursuivre, et Fuku s'est interrogé sur le pouvoir qu'Aya avait utilisé. Elle a expliqué que cela venait de leur dernière conquête de donjon lorsqu'ils ont exploré ensemble. Aya lui a rappelé que c'était une erreur, mais sa forme la hantait toujours. Alors qu'elle pensait à le sauver, les veines ont commencé à se propager d'elles-mêmes. Elle s'est excusée, disant qu'elle ne s'y attendait pas. Mais elle n'arrivait pas à croire que le pouvoir de la graine l'affectait encore. Via et Argo étaient ensemble, et ils se demandaient pourquoi aucun son ne provenait des monstres. Avait-il finalement abandonné? Argile a fait remarquer que la situation ressemblait à être dans un parc d'attractions, tandis que Via a averti qu'ils devaient être plus prudents quant aux dangers qui les entouraient. Elle a également rappelé à Argile que leur capacité n'était pas adaptée au combat. Elle se demandait si Fuku serait là pour aider. Argile a souligné que Via se souciait vraiment de Fuku. Via a répondu, légèrement sur la défensive, qu'elle avait invité Fuku à devenir son familier, mais cela ne voulait pas dire qu'elle avait un attachement particulier. Elle a continué en disant que peu importe à quel point la chance de naissance de quelqu'un variait, il était presque impossible pour un humain de naître avec des pas aussi exceptionnels naturellement. C'était impossiblement pollué. Hardwell a demandé pourquoi Fuku était si chanceux. Elle a spéculé que peut-être quelqu'un avait manipulé ses circonstances, et elle a mentionné qu'elle avait examiné son passé et trouvé quelque chose d'intrigant. C'est devenu clair pour elle quand elle a entendu son nom de famille, Kanzaki. À ce moment-là, ils ont entendu une voix dire, c'était vraiment intéressant. Une dame se tenait près de Via, et soudain, elle s'est envolée dans le ciel. Elle était la déesse de la nuit, Morse. Via a demandé à Morse de jeter un coup d'œil à Fuku, qui était en effet très intrigant. Morse a répondu avec un sourire narquois, affirmant qu'elle était bien plus intéressante que n'importe lequel d'entre eux. Elle a exigé qu'ils se battent maintenant, invoquant des fantômes pour les capturer. Elle a ensuite demandé pourquoi sa sœur aînée avait envoyé Fuku sur son île, révélant que Fuku était en quelque sorte lié à sa sœur aînée, l'être qui avait tué Haru, rang 1. Via a été choqué et a demandé si Fuku avait tué l'anima familial, le chef. Morse a confirmé cela et a expliqué que dans une lettre de son frère aîné, Fuku avait été accueilli avec la plus grande hospitalité. Anima, cependant, n'a jamais pris de vie car elle était la déesse de la vie. Morse croyait qu'un jour, elle devrait prendre une décision. Et pendant 20 ans, elle avait attendu que ce jour arrive. Vea et les autres ont ensuite demandé ce que Morse prévoyait de faire avec Fuku. Morse a répondu froidement qu'elle ferait ce qui devait être fait car elle était la déesse de la mort. Vea a mentionné à quel point un dieu tuant quelqu'un pour une rancune personnelle était troublant. Morse a répondu que le chef avait également voulu la même chose. Vea a noté que la situation était un peu problématique, puis a tenté d'attaquer en utilisant son arme et en guidant sa visée. Mais Morse l'a rapidement poignardé dans la poitrine avec sa faux, l'avertissant de ne pas interférer avec son travail. Vea est tombé au sol, et alors qu'Argo appelait son nom, Morse a ajouté que ses capacités divines étaient gênantes et qu'elle resterait là, immobilisée. Pendant ce temps, Fuku était avec Aya et sentait que quelque chose n'allait pas. Il s'est excusé, disant qu'il avait été surpris par le chant des oiseaux. Aya a expliqué que c'était parce qu'il y en avait tellement. Ils se demandaient tous les deux s'il y avait un endroit sur l'île, une jungle de béton, ou peut-être un point de ravitaillement où ils pourraient se réfugier. Aya a révélé que tout avait été orchestré par le personnel de la guilde, mais les détails de l'île n'étaient même pas dans la base de données de la guilde. Elle n'était connue que sous le nom de donjon sombre, et il n'y aurait pas de zones sur lesquelles s'appuyer. Fuku a souligné qu'il n'y avait eu aucun problème pendant la journée, ils ont donc compris que tout avait été activé la nuit. Il a suggéré qu'ils attendent le matin. Remarquant que des heures s'étaient écoulées depuis qu'ils étaient séparés des autres, Aya s'est rendu compte que la lune avait déjà commencé à se coucher. Normalement, il faudrait environ 2 heures de plus pour que la lune se couche complètement. Elle a été surprise, puis a fait remarquer que si c'était vraiment un donjon, cela pourrait jouer en leur faveur. S'ils n'avaient pas peur, même les terreurs nocturnes ne constitueraient pas une menace. Soudain, Alir est apparu et a posé une main sur l'épaule d'Aya, lui faisant si peur qu'elle s'est évanouie. Alir, irrité, lui a dit de ne pas s'évanouir juste en voyant son visage, disant que c'était vraiment impoli de la part d'Aya. Argile et Villa sont également arrivés bientôt. Aya s'est contentée de regarder Alir, toujours en train de se remettre. Villa a ensuite partagé la bonne nouvelle. Ils avaient trouvé un bateau à Northern Cove. Elle a suggéré qu'ils s'échappent rapidement avant que la situation n'empire. Ils ont commencé à suivre Alir afin de s'échapper de l'île. Alors qu'ils marchaient, Aiz a fait remarquer que c'était beaucoup plus rassurant avec plus de personnes autour. Ils n'étaient pas blessés, et tout le monde allait bien. Il a ensuite demandé à quelle distance se trouvait la crique. Ils s'éloignaient de plus en plus de la mer, et Veya a répondu que ce chemin était plus sûr. Elle leur a crié de se taire et de la suivre. Fuku se demandait s'il l'avait mise en colère. Mais à ce moment-là, il a remarqué que sa jambe était sur le familier d'Arjul. Au début, il pensait que c'était l'une des terreurs nocturnes, mais ensuite il a réalisé ce que c'était vraiment. Fuku et Aiz ont décidé de l'aider. Aiz est allé chercher des herbes médicinales. L'homme a pris la parole, disant que leur première priorité devrait être de s'échapper avec le Nobunobi d'Arjul. Il a pointé du doigt Arjul, expliquant qu'elle n'était pas la vraie. Ses cornes étaient tournées vers l'extérieur.
L'être prenant la forme d'Arjul s'est alors révélé, commentant que les familiers étaient une douleur, et c'est pourquoi elle les avait avertis d'être prudents. Elle s'est transformée en sa véritable forme, une terreur nocturne. Yes a également ressenti quelque chose de différent. Sa graine a commencé à briller, et elle a commencé à transpirer abondamment. Soudain, Morse est apparu et a poignardé Aya avec sa faux, tentant de l'emmener. Texte. Aya, les larmes aux yeux, a appelé Fuku. Morse a froidement dit à Aya d'accepter son destin avant d'utiliser la projection astrale pour extraire l'âme d'Aya et la jeter. Fuku s'est précipité pour la rattraper, criant pour qu'elle se réveille. Avec des mains tremblantes, Aya a réussi à toucher son visage, mais son souffle s'est arrêté là. Morse s'est tourné vers Fuku et a dit que s'il voulait récupérer les autres, il devrait la rencontrer au centre de l'île. Elle a ajouté avec un sourire froid, c'est la même chose qu'il a fait à sa mère, Oriko. La scène a rappelé à Fuku il y a 20 ans, lorsqu'une épidémie massive de monstres a émergé du donjon. Les aventuriers se sont battus férocement pour empêcher les monstres d'entrer dans les zones urbaines, mais la destruction s'est répandue partout. Fuku, bébé, était dans les bras de sa mère, pleurant. Elle l'a réconforté, lui disant qu'il allait bien et qu'elle le protégerait sûrement, même si cela lui coûtait la vie. Juste à ce moment-là, un monstre est apparu, la poignardant à mort. Morse a interrompu les pensées de Fuku, lui disant que s'il voulait régler les choses avec le passé, il rendrait la vie à ses camarades. Elle l'attendrait. Fuku, rongé par la culpabilité, a admis que c'était de sa faute. À cause de lui, il a perdu sa mère, Aya, et tout le monde. Il a commencé à pleurer, disant qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Soudain, il a entendu la voix d'Aya, lui disant que ce n'était pas comme ça. Peu importe ce qui s'était passé dans le passé, il était maintenant quelqu'un qui pouvait sauver beaucoup de gens. Fuku se demandait d'où venait la voix, puis il a remarqué une petite silhouette fantomatique derrière lui. Il a demandé si c'était vraiment Aya, et elle l'a confirmé. Fuka a mentionné qu'elle n'avait pas ressemblé à ça il y a un instant, et Aya a expliqué que c'était quelque chose comme une projection astrale ou quelque chose de similaire. Il a tendu la main pour la toucher, se rapprochant du corps de Misha, disant à Aya de revenir. Aya, cependant, a ressenti de la douleur et l'a giflé, sa frustration était claire. Fuku s'est assis, parlant de sa mère et de l'histoire que son oncle lui avait racontée, que sa mère était morte en le protégeant. Aya a ajouté que cela rendait encore plus important pour lui de vivre. Elle l'a exhorté à continuer d'avancer, disant que peu importe ce qui s'était passé dans le passé, cela ne devrait pas affecter l'avenir. Elle a suggéré qu'il donne une vraie surprise à Morse. Ils sont tous les deux partis de là, mais Alir, Villa et Argile n'étaient pas contents de cela. Ale et Argile ont poussé Via à entrer dans son corps. Morse a froidement déclaré qu'une telle action était inutile. L'âme avait été séparée par l'extraction de l'âme, et personne d'autre ne pouvait la réécrire à part elle. Ale a répondu, disant à Morse que ce n'est pas parce que les choses allaient dans son sens qu'elle devait prendre de l'avance sur elle-même. Via a alors demandé si elles étaient faites de cette façon juste pour que Fuku offre sa propre vie. Alir a répondu que cela signifiait que Morse ne pouvait pas vaincre Fuku dans un combat direct. Veya a déclaré fermement que Fuku n'était pas quelqu'un sur qui une astuce lâche comme celle-là fonctionnerait. Alir a ajouté qu'il avait également été complètement dupé. Morse, avec un sourire froid, a dit que si elle pouvait venger la frustration de sa sœur, n'importe quelle méthode suffirait. Juste à ce moment-là, Fuku est arrivé, et Morse a demandé s'il était prêt à sacrifier sa vie pour ses camarades. Les trois étaient maintenant capturés par Morse, et elle a dit à Fuku qu'elle lui avait déjà donné suffisamment de temps. Elle ne voulait pas entendre de réponse stupide. Fuka a répondu que lorsqu'il était en vie, il apportait la misère à ceux qui l'entouraient, mais les choses étaient différentes maintenant. Il vivrait pour protéger et sauver tout le monde. Morskrew s'est mis en colère, sentant qu'il agissait dur. Elle pensait qu'il n'était pas nécessaire de se retenir car elle pouvait voir ses compétences et les contre-mesures contre la malice qui repoussaient toutes les mauvaises intentions. Tout était parfait. Elle a fait en sorte qu'Ilir se rapproche de Fuku, et les deux ont été capturés par son pouvoir. Morse a considéré si sa malice pouvait le forcer dans une situation où il n'avait d'autre choix que de l'accepter. Elle s'est précipitée en avant, poignardant Ilir avec sa faux, qui a ensuite continué à poignarder Fuku. Morse a souri avec satisfaction en faisant cela. Elle appelait toujours Fuku le tueur du familier de sa sœur en utilisant la projection astrale et l'extraction de l'âme. Alors qu'elle le faisait, elle sentait le lien entre Fuku et le chef des dieux. Elle s'est souvenue que la mère de Fuku l'avait montré au chef, lui disant qu'elle confiait son petit enfant au chef et quittait le monde. Le chef, à son tour, a ressuscité Fuku, disant que c'était le dernier souhait de sa mère. Le chef a parlé, disant à Fuku qu'à partir de ce moment, ceux en qui il avait confiance seraient également protégés et allier sa vie à celle de ses camarades. Il prendrait le fardeau de la douleur et du malheur, un destin cruel qui lui a été laissé par Hariko, et c'était son premier et dernier souhait pour lui. Morse a cessé de se remémorer car elle sentait le poids de la faux devenir insupportable. On avait l'impression qu'elle ne bougeait plus, et que l'âme était maintenant liée au corps d'une manière complètement différente. Fuku s'est soudainement réveillé, sentant comme si son pouvoir s'estompait. Son pouvoir a augmenté, faisant tomber Morse, et il l'a frappé avec le poteau, l'envoyant vers elle. Elle a crié de douleur lorsque le coup a frappé. La scène rappelle une époque dans le passé où deux sœurs déesses vivaient ensemble,
s'aimant profondément et se souciant l'une de l'autre. Mais un jour, la sœur aînée a ramené à la maison un familier humain. La sœur cadette est devenue jalouse, sentant comme si sa sœur avait été emmenée par cet humain. Peu de temps après, un tragique accident s'est produit impliquant les humains, et le familier de la sœur aînée est mort. La sœur cadette s'est sentie responsable de la perte, se blâmant parce qu'elle était la déesse de la mort. Submergée par la culpabilité, elle est partie, mais la graine de la jalousie avait déjà commencé à grandir dans son cœur. Son ressentiment s'est approfondi envers l'humain qui avait monopolisé l'affection de sa sœur. Cette amertume est devenue cruelle, et elle a cherché des moyens de faire souffrir sa sœur. Finalement, elle a appris l'existence de Fuku, celui que sa sœur protégeait maintenant. Réalisant que Fuku avait un lien avec la mort du familier, elle en est venue à croire que si l'enfant mourait, sa sœur pourrait trouver la paix. À partir de ce moment, elle a commencé à planifier sa vengeance. L'histoire revient au présent. Un rocher était sur le point de tomber sur Morse, mais Fuku et Shivan l'ont sauvé juste à temps. C'est pourquoi il l'a sauvé en retour. Il lui a dit de ne pas mal comprendre que ce n'est pas parce qu'il avait fait quelque chose de gentil qu'il lui avait pardonné tout ce qu'elle avait fait, mais parce que les choses ne s'étaient pas encore réglées correctement entre elle et sa sœur aînée, il choisirait de lui pardonner. Lui aussi comprenait la douloureuse solitude de ne plus pouvoir revoir sa sœur. La scène se déplace vers la salle du boss divin, où tout le monde s'est réuni pour rencontrer le chef. Elle se demande comment les choses ont tourné de cette façon. Alir s'avance, sachant que le chef était responsable de tout cela, et tout le monde a passé un moment terrible à cause de cela. Le chef admet qu'elle a seulement demandé à sa sœur de traiter Fuku avec hospitalité, et Fuku l'avait vu, notant même que c'était censé être un geste grandiose. Alir, frustré, s'exclame que toute cette situation a été complètement mal comprise, et elle aurait dû utiliser un email, mais Villa suggère d'utiliser l'IM à la place. Alors que le chef flotte dans le ciel, Alir s'approche d'elle, mais soudain elle tombe, ce qui amène le chef à demander si sa sœur va bien et si elle a été surprise par la visite soudaine. Fuku rassure alors Morse, disant qu'il aurait été préférable qu'elle ait abordé les choses directement. Morse s'excuse auprès de sa sœur d'être jalouse d'eux, et Oriko essaie même de se lier d'amitié avec Morse. Cependant, Morse reste distante, toujours submergée par la jalousie, et s'excuse pour le mal qu'elle a causé à l'enfant d'Oriko. Elle admet que ce qu'elle a fait était impardonnable, c'est pourquoi elle ne pouvait pas rester avec sa sœur. Juste à ce moment-là, le chef serre Morse dans ses bras, et ils tombent tous les deux. Le chef lui dit doucement que c'est de sa faute, pas de celle de Morse, et lui souhaite la bienvenue. Elle reconnaît que revenir pourrait être effrayant pour Morse, mais elle était là pour elle quoi qu'il arrive. Aya était ravie, mais Villa se demandait à quel point tout avait été inefficace. Fuku a remarqué qu'Alir et Villa se disputaient l'une avec l'autre. Il a observé les blessures sur les visages de chacun et a commencé à se demander s'il devait utiliser ses compétences plus efficacement. Le chef s'est approché de Fuqua, baissant à nouveau la tête pour s'excuser de lui avoir causé des ennuis. Fuqua l'a rassuré en lui disant que tout allait bien et lui a demandé de relever la tête. Le chef a expliqué qu'ils avaient terminé un donjon de haute difficulté qui n'était même pas enregistré auprès de la guilde, et elle leur a promis une faveur à la place de sa sœur. Elle leur a ensuite demandé de faire un vœu. Juste au moment où Alir était sur le point de parler, Via l'a arrêté. Fuku, cependant, a posé des questions sur sa mère car il ne savait pas grand-chose sur elle. Les seules choses qu'il avait étaient un portrait funéraire et un album, qui ont tous deux été détruits dans un incendie, c'est pourquoi il voulait en savoir plus. Il a aussi demandé pourquoi le chef avait fait d'elle son familier. Le chef a alors commencé à raconter l'histoire. Oroko Tobo était la plus grande aventurière depuis que les deux déesses ont commencé les épreuves. Oroko avait été aimable avec tout le monde et était aimée par beaucoup de gens, y compris les dieux. Elle a accédé au poste de directrice adjointe de la guilde à un jeune âge. Bien qu'elle soit très talentueuse, cela seul n'aurait pas suffi pour qu'elle soit choisie comme familier du chef. Orika était plus humaine que les autres et traitait le chef avec gentillesse et sans discrimination, même lorsque le chef était tout seul. Le lien de familiarité était la plus grande grâce qu'un dieu pouvait accorder à celui qu'il aimait le plus. Fuku regarda autour d'elle les autres dieux, et Aleye remarqua qu'il existait de nombreuses sortes d'amour. Argile demanda alors à Fuku de devenir son familier. Cela suscita la colère de Via, qui réprimanda Argile pour avoir dit des choses aussi inutiles. Le chef, remarquant la tension, dit à Fuku qu'il pourrait peut-être récupérer l'album, car récemment, un donjon avait été créé qui stockait toutes les choses perdues ou endommagées, y compris les livres. Il s'appelait Infinity of Ma, Bibliothèque 8. Dans le donjon, un dieu parlait à un enfant, disant que Morse pourrait encore être utile, mais qu'elle s'était avérée plus inutile que prévu. Le dieu demanda alors au garçon s'il comprenait ce qu'il devait faire car il ne voulait pas perdre sa divinité. L'équipe de recherche de la zone C de la vallée incandescente du donjon, qui était entourée d'une chaleur intense et de lave, a signalé avoir aperçu une silhouette ressemblant au sujet cible. Cette observation a été confirmée par la suite, et ils ont eu l'impression d'avoir tiré la courte paille. Un homme qui avait été attaqué par un monstre lors de sa patrouille a été retrouvé dans un état terrible. Via les a contactés, leur demandant s'ils pouvaient lire l'état de la personne blessée, mais ils n'ont pas pu le faire. Malheureusement, le membre de l'équipe qui avait transmis l'information, Fuka Morse, était mort.
Morse avait de nombreux disciples, et Vila n'imaginait pas qu'ils obtiendraient l'autorisation de mener des activités d'espionnage. Elle a décidé d'enquêter plus avant. Fuku et les autres sont arrivés à la bibliothèque infinie, le pays merveilleux des livres. Olir a crié que la file d'attente devant eux était extrêmement longue. Fuku a expliqué qu'il était normal que les aventuriers affluent vers un nouveau donjon, mais que c'était excessif. Yas a révélé que l'association des évaluateurs menait également des recherches, et comme il l'avait entendu dire, la bibliothèque contenait toutes sortes de livres. Parmi eux, il pourrait même y avoir des archives historiques remontant à des siècles, contenant peut-être des informations sur les monstres existants. Pour trouver un tel livre, Ai pensait qu'il coûterait probablement un prix astronomique, et elle comprenait que l'attente de 200 heures dépassait ses attentes. Ils ont remarqué que les visiteurs du donjon semblaient chercher les croyants, mais ils ne comprenaient pas pourquoi des gens de la zone seigneuriale étaient également dans la file d'attente. Alir, irrité, était sur le point de les affronter, mais Ayu et Fuku l'ont arrêté, lui rappelant que ce n'était pas quelque chose qui concernait le seigneur Eria. À ce moment-là, un homme s'est approché et les a réprimandés pour avoir fait du bruit, les traitant de morveux et leur disant de rentrer chez eux. Aer était furieuse contre lui, mais à sa grande surprise, les gens autour d'eux montraient du respect à l'homme, même Aer. Lorsque Fuku lui a demandé si elle le connaissait, Aer a été surprise que Fuku ne reconnaisse pas Maki, un chasseur vétéran de rang S. Fuku a fait remarquer que Maki avait dû faire forte impression, bien qu'Elir n'aimait pas sa coiffure. Maki s'est approché d'eux et leur a posé des questions sur leurs intentions. Après qu'Eos se soit présenté et que Fuku ait mentionné son nom, Maki a été choqué et a demandé s'il était le fils d'Ariko. Fuku a confirmé, et Maki, surpris de voir à quel point Fuku avait grandi, a noté que cela faisait 20 ans qu'ils s'étaient rencontrés pour la dernière fois. Il a ensuite proposé de les guider. Alors que Fuku expliquait qu'il n'était pas là en tant que croyant au livre, Maki a précisé qu'il les invitait car il avait été l'élève de la mère de Fuku. Maki les a conduits à l'intérieur, et Ayaz était ravi de voir la vaste collection de livres. Alir a commenté qu'il semblait vraiment qu'il y avait aussi des livres d'autres mondes. Alir est devenue émotive en entendant ces louanges. Maki a expliqué que les livres étaient la preuve vivante des réalisations de l'humanité et de l'influence des dieux. Il a ensuite sorti un livre qui a ouvert une zone cachée, disant qu'il contenait des trésors de bénédictions inimaginables. Yes et Aléé l'ont suivi alors qu'ils descendaient, et Maki leur a dit qu'ils devraient saluer le dieu de cet endroit. Il a ouvert une minuscule porte les conduisant plus loin à l'intérieur. Fuku et Aes se demandaient si la mère de Fuku avait été une disciple ici et quelles avaient été les circonstances. Maki les a invités à entrer, et une fois à l'intérieur, Alir a immédiatement reconnu le dieu présent. Le dieu a demandé ce qu'Aler faisait là. Fuku a demandé s'ils se connaissaient, et Aler a répondu que le dieu était Livé, le dieu des livres, classé 72. Il était à peine un dieu, tout comme Aler, et était un jirigami. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer que Livé ait bien fait de maintenir son rang de 72. Le propre rang d'Aelir était 71, ce qui expliquait la rivalité entre eux. Fuku et ayant discuté d'un autre pilier des dieux, qui allait bientôt devenir un Goffé. Alir et Livé étaient toujours en désaccord. Maki a demandé à Livé pourquoi il était si pressé. Livé a répondu que c'était ses affaires, et que Maki n'avait pas à s'en soucier. Puis il a demandé pourquoi ils étaient là. Alir, essayant d'intimider, a déclaré qu'ils étaient à la recherche des croyants. Livé l'a averti de ne pas déclarer son intention d'entraver les affaires devant un dieu administrateur. Yes a expliqué à Alir qu'ils étaient venus chercher l'album pour Fuku. Livé, remarquant la situation, a suggéré qu'il pourrait facilement augmenter son propre nombre de disciples et son rang rapidement. Il a ensuite demandé à Maki de jeter Aelir dehors. Fuku est intervenu, disant qu'ils étaient venus chercher un album qui avait été détruit avec sa maison. Il garderait un œil sur Aelir, alors il a demandé à Livé de ne pas la jeter dehors. Maki a également exprimé son intérêt pour l'album et a soutenu leurs recherches. Livé, finissant par céder, a accepté de les laisser le chercher. Ils se sont précipités dehors rapidement, et Maki a dit à Livé qu'il veillerait sur eux, donc Livé n'avait pas à les accompagner. Livé, cependant, les a avertis de ne pas courir dans la bibliothèque. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de livre dans la bibliothèque 8 sans la preuve appropriée. La grâce ne pouvait pas être obtenue sans cela. Il a ensuite demandé comment il le remercierait, disant qu'il les rattraperait plus tard avant de partir. Alors qu'il marchait, Yas a mentionné que grâce à Maki, il se sentait en sécurité. Maki, cependant, ne sentait aucune aura d'aventurier de Fuku. Il leur a dit qu'il était un peu curieux de connaître les capacités du fils de son ancien maître. Aya et Fuku étaient légèrement à la traîne, et Fuku a expliqué qu'il n'avait pas de compétences d'aventurier. Aya a suggéré que cela pourrait être une bonne occasion pour Fuku d'apprendre quelque chose de Maki dans le donjon. Alir se demandait s'il y avait des monstres dans la zone. Alors qu'elle parlait, elle a remarqué que les livres avaient évolué, et soudain, l'ours d'une des images a commencé à bouger. Il s'est jeté sur elle, essayant de lui mordre la tête. Maki a fait remarquer avec désinvolture, voyons ce qu'il peut faire. Aya s'est précipitée pour aider Alir mais a constaté que les veines de l'ours ne se matérialisaient pas, alors elle a instinctivement serré Alir dans ses bras pour la protéger. Fuku a rapidement tiré son épée en utilisant son guide pour tuer l'ours imaginaire. Une fois la menace neutralisée,
lui et Aes ont vérifié si Alir était blessé. La chance de Fuku était étonnante. Maki, surpris, a fait remarquer que ce n'était pas seulement de la chance. Il a ensuite demandé à Fuku de s'expliquer. Après que Fuku ait fourni une explication, Maki a finalement compris. Bien que cela ne ressemble pas à une attaque physique, la chance de Fuku avait parfaitement un sens. Fuku a expliqué que ses capacités athlétiques n'étaient pas particulièrement élevées. Tout avait été inversé, sa chance augmentant anormalement, tandis que tout le reste devenait négatif. Maki pensait que la forte attaque d'Alir était probablement le résultat de la capacité de guide dans l'épée de Fuku, mais pour un aventurier de Randé, c'était toujours un coup de chance anormal. La chance et une forte constitution seules n'auraient pas dû conduire à un tel retournement de situation. Fuku s'est excusé de ne pas avoir répondu aux attentes, expliquant que ses compétences n'avaient pas été héritées de sa mère. Aya était d'accord et a ensuite demandé à Maki de leur apprendre à se battre car ils avaient formé un groupe, mais leur style de combat était encore instable. Maki a refusé, disant « Ne le prenez pas mal », mais il n'était qu'un aventurier médiocre. Peut-être que leur style de combat était différent de celui de tout aventurier qu'il ait vu. Il a quelque chose qu'il peut lui apprendre, mais il n'est pas garanti que ce sera la bonne approche pour lui. Fuku, déterminé, a déclaré qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il voulait apprendre à maîtriser correctement ses pouvoirs, alors il s'est incliné et a demandé à Maki de lui apprendre à se battre. Il a exprimé son désir de devenir un aventurier respectable. Maki, se souvenant de son passé lorsqu'il avait supplié la mère de Fuku de lui apprendre à se battre, a souri et a dit « La vie est longue, Fuku ». Il pouvait prendre son temps pour trouver la réponse, mais qu'il comprenne bien une chose, il n'avait pas la chance extraordinaire qu'il a, et il n'était pas aussi gentil qu'Oriko. Alors maintenant, commençons la leçon.